Bienvenue dans Chronique des États-Unis, un épisode, une question sur les élections et la société américaine. Aujourd'hui, pas d'invité, mais je vous propose de nous interroger sur l'arrivée du fascisme aux États-Unis. Pour y répondre sérieusement, nous devons avancer méthodiquement, car la première grosse difficulté derrière cette question se pose une autre, celle de la définition du fascisme. Le fascisme, c'est pas uniquement une insulte, et une très grande partie des débats d'historiennes et d'historiens ou de politologues portent sur la définition du fascisme. Nous allons donc procéder en 3 étapes que je pense nécessaires pour y voir plus clair. Tout d'abord une approche historique, puis ensuite une approche axiologique sur base de critères, de valeurs, et enfin une dernière plus actuelle, liant idéologie et mode d'action. Nous pourrons alors questionner la présence d'un fascisme aux États-Unis. Premièrement, donc, du point de vue de l'histoire, le fascisme naît en Italie, en 1922, avec Benito Mussolini. Il s'agit d'un système politique nationaliste, autoritaire, qui va inspirer après lui l'Allemagne hitlérienne, l'Espagne franquiste et d'autres encore. Le fascisme mobilise toute la société. C'est un mouvement de masse qui monte en puissance avec l'appui d'industriels et de grands propriétaires au nom du rétablissement de l'ordre et de la grandeur. Historiquement, le fascisme, c'est une organisation de masse, une volonté de refonder la nation en procédant par l'exclusion et la violence, ainsi qu'un culte du chef. Pour faire des liens avec le présent, aux États-Unis, nous retrouvons aujourd'hui, au sein de l'alt-right, des groupes ouvertement fascistes, combinant des éléments du drapeau américain avec les faisceaux, le symbole fasciste traditionnel. Certaines personnalités, comme Elon Musk ou Steve Bannon, ont aussi été filmées en faisant le salut nazi. Et il est incontestable que Donald Trump cultive en permanence un culte du chef autour de sa personne, jusqu'à se déclarer, en décembre 2023, dictateur pour un jour. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, other than day one. We're closing the border and we're drilling. After that, I'm not a dictator." Deuxièmement, au-delà de l'expérience italienne ou allemande, certaines autrices ou auteurs avancent que le fascisme ne pourrait se limiter à un moment T de l'histoire européenne. Du point de vue idéologique, le fascisme serait une liste d'éléments structurants et Umberto Eco développe en ce sens le concept d'urfascisme ou de fascisme éternel. Selon lui, le fascisme n'est donc ni limité dans le temps, ni limité à un pays particulier. Et différents phénomènes peuvent et doivent être interrogés et analysés. Umberto Eco avance 14 critères. Le culte de la tradition, le rejet de la modernité, le culte de l'action pour l'action, le désaccord comme une trahison, la peur de la différence, l'appel à une classe moyenne frustrée, l'obsession du complot, le pouvoir et la décadence des élites, le pacifisme comme un ennemi et la guerre comme une activité permanente, le mépris de la faiblesse, le culte du héros, le machisme, l'édification d'un peuple monolithique et l'appauvrissement de la langue. Umberto Eco nous apprend que ces traits ne sont pas tous présents dans tous les mouvements fascistes. L'idéologie est multiforme, l'idéologie s'adapte, mais il suffit que l'un de ces critères apparaisse pour que le fascisme puisse lui aussi apparaître. Nous devons donc être attentifs à chacun des critères, et lorsque certains convergent, il est alors possible de parler de fascisme. Ces éléments ne sont peut-être pas tous présents dans les discours et les actes de Donald Trump, mais certains doivent toutefois attirer notre attention. Lorsqu'il apprend la victoire de Joe Biden, Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite et il va encourager l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Plus tard, lors de son 2e mandat comme président des États-Unis, Donald Trump gracie 1500 personnes impliquées dans l'événement. Donald Trump affiche aussi un mépris de l'esprit critique, de la science et un appauvrissement de la langue. Il réduit la presse à ce qu'il nomme des fake news. Il va interdire l'accès de certaines agences de presse à la Maison-Blanche et fait supprimer plus de 8000 pages web gouvernementales concernant des termes comme racism, gender, minority, hate speech, diversity, inequality, Native American and climate change. Donald Trump promeut également un nationalisme exacerbé,
et promet de, je le cite, déporter les immigrés, ainsi que, je le cite encore, les migrants contaminent le sang américain ou portent le crime dans le sang. Le président promeut aussi des discours belliqueux, en menaçant d'annexer le Canada et le Groenland. We have to have Greenland. It's not a question of, do you think we can do without it? We can. Au sujet du machisme, Donald Trump a eu à plusieurs reprises des discours sexistes. Il a souhaité supprimer les politiques de diversité, interdire les personnes transgenres dans l'armée et attaque régulièrement les minorités. Plus précisément au sujet des États-Unis, Sylvie Laurent, historienne, explique que le fascisme se définit aussi comme une alliance du capitalisme et du racisme. Le fascisme n'est pas limité à une définition européenne. En ce sens, selon elle, le fascisme est lié à la colonisation et il fait aussi partie intégrante de l'histoire américaine depuis ses débuts. Sylvie Laurent nous apprend que l'invention américaine, le rêve américain, ou on pourrait dire aussi l'idéal américain, repose sur la conquête, sur la colonisation, sur l'accumulation infinie de richesses et sur la domination des peuples considérés comme soi-disant inférieurs. Nous parlons des politiques donc d'esclavage et de ségrégation. Les États-Unis seraient ainsi en permanence confrontés à une forme de fascisme historique, parfois latent, parfois en réveil. Et c'est dans ce cadre que doivent être examinées, selon Sylvie Laurent, l'évolution du Parti républicain ainsi que la mouvance trumpiste incarnée par le mouvement MAGA. Mais continuons malheureusement notre longue liste. Donald Trump a limogé des magistrats qui enquêtaient sur lui. Il a qualifié ses opposants, les démocrates par exemple, les féministes, les intellectuels, les mouvements LGBTQIA+, d'ennemis intérieurs. Son gouvernement encourage la violence politique avec des mises en scène, comme celle du camp de détention en Floride, surnommé Alligator Alcatraz. Le recours à la garde nationale et à l'armée contre les personnes migrantes et contre des manifestants qui tentent de les protéger. Des rafles sont menées par des agents du gouvernement cagoulés, et ce, dans des écoles et sur des lieux de travail. Tout cela n'est pas le fait d'actes isolés, mais compose un système. Ceci nous amène donc à une troisième définition du fascisme, à notre troisième étape de notre raisonnement, la définition d'Hugo Paletta, sociologue, qui propose de mieux comprendre les logiques qui sont à l'œuvre. Selon lui, le fascisme ne serait pas uniquement une idéologie, mais un mouvement de masse qui vise la conquête totale du pouvoir politique. Son objectif est de régénérer une communauté nationale imaginaire, en éliminant tout ce qui la diviserait, que ce soit les syndicats, les féministes, les minorités, etc. De plus, ce projet s'accompagnerait toujours d'une violence étatique intense. Nous comprenons donc mieux ce qui est à l'œuvre. Le trumpisme ne peut pas être vu comme un copier-coller du fascisme historique, de l'Italie mussolinienne ou de l'Allemagne nazie. Mais le trumpisme peut être analysé comme un équivalent fonctionnel du fascisme. Autrement dit, ce n'est pas une copie conforme donc, il n'y a pas d'assassinat politique par exemple, où on pourrait questionner également le mouvement de masse ou la place centrale de l'État. Alors aujourd'hui, il y a bien des rassemblements de milliers de personnes, comme lors de la cérémonie après la mort de Charlie Kirk. Mais est-ce suffisant ? Il y a une mobilisation, oui, mais le trumpisme joue aussi sur la sidération, sur l'apathie, sur le désenchantement. De plus, la centralité de l'État n'est pas comparable aux années 30 et 40. Mais qu'importe, car le trumpisme est structuré par des dynamiques analogues au fascisme. Sans cesse mobiliser ses soutiens, exalter ses membres, conquérir le pouvoir et l'utiliser afin de régénérer la nation, le fameux « Make America Great Again », tout en excluant un ensemble d'individus. We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Alors, fascisme pour les uns, pour les autres, fascisme en devenir, fascisme en gestation ou proto-fascisme. En tout cas, aux États-Unis, la dynamique est désormais lancée. Les rails sont posés, les mécanismes s'enclenchent, et sans contestation, cette trajectoire conduira vers des formes de régime autoritaire, beaucoup plus autoritaires.
Les barrières tombent et nous assistons à des ruptures brutales qui précipitent les États-Unis vers des dérives aux conséquences désastreuses, tant pour les minorités que pour la société dans son ensemble. C'était Chronique des États-Unis, merci pour votre écoute de cet épisode un petit peu différent, mais dont je souhaitais beaucoup vous parler, étant donné les changements majeurs et rapides auxquels nous assistons. Nous nous retrouvons très vite pour d'autres questions sur la société américaine.